Retour sur le plateau de World Actu, je l'ai dit, presque 1h52 de connexion avec l'international sur ce plateau. Info TV, le média, le seul qui justement vous amène dans cette odyssée. Et pour ce faire, ce soir, nous avons convié sur cette table de réflexion 4 personnes, que dis-je, personnalités avec lesquelles nous allons échanger des sujets inscrits à l'ordre du soir. Et la toute première personnalité que je vais présenter ici et maintenant et justement du monde diplomatique. Les aspects des relations internationales n'ont plus de secret pour elle. D'ailleurs, elle est internationaliste. C'est aussi une femme politique de premier plan. Madame Michèle Florence Dikoumé nous fait une fois de plus l'honneur, mais surtout l'amitié de sa présence. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tout le panel, bonsoir à tous les inconditionnels de cette émission. Le plaisir est mien de me retrouver encore comme invité sur votre plateau. Merci, chère madame. En un mot, beaucoup, à chaque fois que je vous présente comme internationaliste, en off, se rapproche de moi et me demande qu'est-ce qu'un internationaliste, madame Michèle Florence Dikoumé. C'est quoi un internationaliste? Il faut faire preuve de pédagogie ce soir un peu. Oh oui, les internationalistes en fait sont une compilation de sciences, dont les sciences dites internationales. Oui. Donc quand on dit que vous êtes internationaliste, ce qui est certain, c'est que quelque part il y a des spécialités qui vous accompagnent. Madame Dikoumé, spécialité des affaires internationales et diplomatiques. Donc derrière l'internationaliste que je suis, il y a la diplomatie qui m'accompagne. Merci pour ce bref récapitulatif des domaines de compétences qui sont les vôtres, chère Michèle Florence Dikoumé. Merci une fois de plus pour la confiance à ce plateau. Je me tourne vers ma gauche avec un homme de science. Pour lui, c'est l'économie qui parle en majeur. Le docteur Julien Ongweni, lui aussi nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence ce soir. Bonsoir docteur et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à vos millions de téléspectateurs, bonsoir à mes copanélistes, toujours honoré d'être des vôtres quand je suis invité pour éclairer la lanterne de vos téléspectateurs. J'espère être à la hauteur du débat, mais si tu me le permets, tu ne m'as jamais refusé quelque chose. Allez-y, je docteur. voudrais passer mes amitiés comme ça au docteur Mbok Moïse, qui a perdu son frère tout récemment, mais malheureusement, j'avais été empêché à la dernière minute pour assister à la veillée. Je me souviens, moi et toi, nous étions en pleine discussion là, mais à la dernière minute, j'ai trouvé madame qui souffrait de la dame à la maison. Je voudrais lui rassurer que nous allons nous rattraper pour une prochaine fois. Bonsoir à lui encore une fois de plus. Merci, docteur Ongweni. Nos salutations donc au docteur Jean-Moïse Mbok, que l'on sait au four et au moulin, d'autant plus que Promote, dont il est une des têtes pensantes, a débuté aujourd'hui. Certainement, c'est en ces lieux que son expertise est déployée. Bonsoir à vous, docteur Jean-Moïse Mbok. Une fois que je l'ai dit, je m'en vais vers mon extrême droite avec un autre visage désormais habituel de World Actu. Il nous éclaire de son analyse. Il est enseignant, il est chercheur. Bertrand Barra, bonsoir, vous êtes le bienvenu. Bonsoir Stéphane, bonsoir aux copanélistes, bonsoir aux milliers de téléspectateurs de World Actu. Un bonsoir particulier à mes élèves, parce que je ne saurais On connaît la formule désormais, cher Bertrand. Mais une fois également, j'aimerais penser à mes étudiants du centre de formation professionnelle à référence, qui sont également scotchés devant leur petit écran. Merci Bertrand Barra, formateur, s'il en existe, au sens noble du terme. Merci une fois de plus de répondre présent à l'appel de la grosse équipe de production de World Actu. Je termine la présentation avec un collègue, que dis-je, un confrère issu du monde de la presse. Le député Timothée Isomba Abena nous fait l'honneur et l'amitié de sa présence. Mais avant, ou bien une fois que je l'ai dit, je voudrais préciser qu'il est aussi juriste et la casquette juridique sera celle-là qu'on va beaucoup convoquer ce soir, puisqu'il y a des actualités qui nous amènent à interroger l'homme des sciences du droit. Nous lui disons bonsoir et bienvenue. Bonsoir Stéphane, bonsoir à tous mes copanélistes et un coucou particulier à tous les téléspectateurs. C'est toujours un bonheur que d'être sur le plateau de World Actu et de façon plus globale d'être sur les antennes de Info TV, la chaîne qui monte et qui continue de monter.
Merci DP pour ces mots gentils à l'endroit d'Info TV. La chaîne qui monte et qui continue de monter. Je retiens cela ce soir. Certainement, elle monte avec des contributions comme les vôtres qui permettent justement, à chaque fois que nous sommes interpellés sur divers sujets, de pouvoir avoir l'analyse, la bonne sur justement les thématiques. Je vais rester avec vous, Timothée Somba Abena. Nous introduisons au plan de course, pied au plancher, comme on dit, justement sur cette condamnation de Nicolas Sarkozy, l'ex-chef d'État français, a donc été condamné comme ça par la Cour d'appel de Paris, qui confirme ce verdict, 1 an de prison, dont 6 mois avec sursis. Alors, pour étonnante qu'elle soit, c'est une nouvelle quand même assez étonnante. La nouvelle est assez étonnante, mais je me permets de dire ici que l'environnement politique est peut-être l'environnement de compétition le plus violent du monde. Et maintenant, lorsqu'on essaie de faire dans la sociologie du procès, on peut se rendre compte que lorsqu'une condamnation n'excède pas 1 an, on comprend que c'est une condamnation plus ou moins bénigne et une condamnation de correction dont on pouvait se passer, surtout lorsque nous avons en face de nous un ancien chef de l'État, en l'occurrence Nicolas Sarkozy. Donc on peut facilement glisser dans des petites conjectures sociopolitiques qui nous font penser que nous sommes là en pleine théâtralisation, en pleine élimination de toutes les dernières velléités affichées par Nicolas Sarkozy quant à son retour sur la scène politique 2027 n'étant plus si lointain que cela. Et pour s'amuser un peu, question de se convaincre de notre point de vue, c'est qu'on dit 6 mois ferme et 6 mois avec sursis. Oui. C'est relativement rigolo lorsque nous sommes en matière criminelle. On peut comprendre que le juge aurait simplement pu dire 1 an avec sursis et que Nicolas Sarkozy serait resté chez lui sans toutefois perdre l'éligibilité qui lui permettait de revenir sur la scène politique. Je vais sortir en disant que c'est bien que des choses comme ça se passent sous les yeux des Africains qui pensent toujours que la démocratie à l'occidental est le meilleur mode de gouvernance. Il est bien que nous voyons à quel point les Occidentaux manifestent la bestialité dans leur manière de gérer la démocratie chaque fois que les échéances électorales pointent à l'horizon. Et c'est peut-être le lieu pour nous de re-questionner si la violence consécutive ou alors subséquente au prétexte de démocratie est utile pour l'Afrique. Moi, je suis toujours intéressé aux choses qui concernent davantage l'Afrique. Est-ce que toute cette violence que l'on observe en période préélectorale est nécessaire pour un continent qui manque de tout, qui a besoin de se développer? Aujourd'hui, au Cameroun, nous n'avons pas d'énergie. Malgré toutes les injonctions faites par le ministre de l'Énergie Eneo, j'ai plutôt l'impression qu'Eneo a décidé même de narguer le gouvernement. La lumière, maintenant, c'est 2 jours sur 7. Oui. Et on va venir vous parler de démocratie. Est-ce que c'est la démocratie qui va nous apporter la lumière? Voilà des questions que je me pose. Merci pour ce regard transversal entre Paris, où Nicolas Sarkozy est condamné, et le Cameroun, et ces questions d'énergie qui véritablement créent justement un énorme déficit dans la dynamique de construction et d'émergence de ce pays. Michel Florence Dikoumé, moi je reste avec vous sur la question de cette condamnation. C'est vrai qu'à l'annonce de ce verdict, beaucoup se sont mis à sourire sur le continent africain, beaucoup l'ont même célébré comme un karma, mais est-ce que Nicolas Sarkozy en lui-même représente encore un danger pour ceux-là du cercle macroniste au premier plan qui ambitionne d'être candidat en 2027 en France? Je parle ici de Gérard Darmanin, Gabriel Attal et autres. Il y a que la politique en tant que gestion des affaires de la cité n'est pas une science exacte. Les surprises sont toujours les bienvenues. Monsieur Sarkozy, justement, restait encore un danger. Il appartenait à un parti politique solide, un parti politique qui a ses lettres de noblesse en France, même s'il a multiplié les frasques à travers le monde. Et quand on lui donne 1 an ferme, pas 1 an ferme, c'est 6 mois ferme
6 mois avec sursis. C'est ça l'objet de sa condamnation à la Cour de cassation. Oui. Pour moi, un peu, j'assiste à une jacquerie. C'est une forme de théâtralisation, n'est-ce pas, de la justice, dans la mesure où il mérite bien plus. Vous estimez qu'il mérite plus? Oui, il mérite plus, pour la simple raison que... Il est dur, Madame Dikoumé. Il mérite bien plus. Vous savez, les pots de bananes posés ça et là sont en grand nombre. Aujourd'hui, on parle l'affaire Pygmalion. En dehors de Pygmalion, on avait l'affaire Bettencourt. Après Bettencourt, nous avions... elles sont nombreuses, l'affaire des écoutes. Les écoutes. L'affaire du financement libyen. Voilà, le financement libyen avec Salif Aïssef de Kadhafi. Et avec Ziad Tekedi. Récemment encore en Afrique, il a fait entendre parler de lui à travers la chute du président Alpha Condé. Donc, vous voyez, c'est autant de choses qui nous amènent à nous poser la question de savoir si véritablement tous ces délits étaient remis à l'ordre du jour et qu'il fallait, n'est-ce pas, prononcer une condamnation. Ce ne serait pas ce que nous sommes en train de voir. Ici, simplement, je crois que ce sont des ennemis politiques qui décident d'écarter le président Sarkozy. Et avant lui, quelqu'un d'autre, il a eu à le faire à quelqu'un d'autre. Oui. Nous nous souvenons l'affaire Strauss-Kahn, qu'il a eu à tuer politiquement. Et je crois qu'aujourd'hui, les bourreaux, que ce soit du côté de Strauss-Kahn et d'autres amis qu'il a eu à se faire, décident également de l'assommer politiquement afin qu'on n'en reparle plus jamais. Et c'est une forme d'élégance un peu juridique, parce que c'est la France qui prend un coup. Il est question aussi d'un ancien chef d'État français. Oui. Dire qu'un ancien chef d'État français a 10 ans d'emprisonnement, je ne sais pas si vous voyez un peu quelle image pour la France. C'est pourquoi je suis en train de dire que c'est quelque part une forme de jacquerie, c'est une élégance juridique qui le condamne sans toutefois le condamner, mais de toutes les façons, l'objectif escompté là, c'est de l'écarter la scène politique totalement, mais tout en préservant l'image policée de la France. Surtout en 5 secondes que la dite peine a été aménagée. Oui. Sarkozy n'ira pas derrière les barreaux, mais il va porter un bracelet électronique. Et il sera en résidence surveillée. Il sera en résidence surveillée. L'OTAN qui se pourvoit en cassation. C'est vrai que c'est annoncé par son conseil. Alors, docteur Ongene, le DP nous a mis un peu le pied à l'étrier en précisant que le principe d'aménagement de la partie ferme avait été déjà annoncé par la Cour d'appel. Donc Nicolas Sarkozy sera en résidence surveillée, ce qui est de l'inédit pour un ex-chef d'État. On précise qu'il avait encore ces derniers temps annoncé une petite ambition politique. On précise qu'il sera donc avec un bracelet électronique. Mais cela quand même montre à quel niveau la démocratie, lorsqu'elle est appliquée au sens rigide du terme, peut amener à bien des humiliations. Sarkozy en résidence surveillée, vous imaginez ça? Je n'y vois pas une question de démocratie, j'y vois une question judiciaire. C'est le droit tout simplement. Oui. Parce que pour moi, déjà, la démocratie n'est pas un modèle. Sous l'œil de l'Africain que je suis. Mais on peut quand même féliciter, n'est-ce pas, la manière dont le pouvoir judiciaire fonctionne dans ces pays développés. Oui. Vous savez, Sarkozy, moi j'aime l'appeler l'animal politique français du 21e siècle, du début du 21e siècle. Sarkozy était un animal politique parce que si on lui avait donné un deuxième mandat, l'Afrique aurait été plus détruite. C'est vrai qu'il n'a pas une très belle image sur le continent africain. Je dis bien ceci, s'il avait eu la chance d'avoir un deuxième mandat, il aurait davantage détruit l'Afrique tel qu'il a commencé à la détruire avec la Libye. Vous savez, aujourd'hui, tout ce que nous vivons comme crise liée au terrorisme dans le Sahel et autres, nous savons que c'est parti. La Libye aujourd'hui a été déchirée, un pays qui est rentré un peu dans le sous-développement. Aujourd'hui, quand vous regardez le classement mondial de la Libye aujourd'hui, la Libye est très loin dans les classements en termes de développement humain et autres. Tout ça est parti, n'est-ce pas, de tout ce que le président Sarkozy avait créé à l'époque. Je voudrais quand même rappeler qu'à côté de lui, il y a un autre qui m'inquiète, un autre président français, c'est quand même le lieu de le dire, c'est lui actuel. Oui. Alors, mais lui, il est un peu plus violent, parce que sa violence est un peu douce.
Parce qu'aujourd'hui, avec tout ce qu'il y a comme nomination, un premier ministre qui a une tendance homosexuelle et d'autres ministres... De ce côté-là, c'est pas interdit. Il est dans le respect de la loi de son pays. Pour nous les Africains... Vous n'êtes pas français, docteur. Justement. Il faudrait bien qu'on se situe. Justement. La nomination d'un premier ministre homosexuel en France n'a rien d'inédit. Elle relève de la vie normale dans ce pays. Vous vous souvenez qu'il y a, je ne sais pas moi, un ambassadeur qui était tenté d'arriver au Cameroun il y a quelques mois pour, je ne sais pas moi, des séances liées par exemple à cette chose-là. Et vous avez vu comment tout le peuple camerounais, c'est tout simplement pour dire qu'en réalité, en ce 21e siècle, il y a ces deux présidents-là, parce que pour moi, ce ne sont pas des modèles. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, ce qui arrive au président Sarkozy en Afrique, on appelle ça le karma. C'est le karma parce qu'en réalité, Madame Dikoumé le rappelait tout à l'heure, il a posé tellement de frasques, il a posé tellement d'événements. Et pour nous, notre Kadhafi, parce que moi j'aime l'appeler ainsi, notre Kadhafi est parti justement. Sarkozy est pour beaucoup de choses, le président Sarkozy, avec tout le respect que je lui donne. Mais je voudrais quand même chuter en appréciant quand même le pouvoir judiciaire en France pour ce travail qui est fait. Vous pensez qu'il n'est pas instrumentalisé pour éliminer l'adversaire politique? Justement, c'est vrai que nous sommes là dans... C'est un appel. Il va certainement faire un pouvoir en cassation et peut-être là-bas encore on va lui donner peut-être, je ne sais pas moi, 3 mois ferme avec sursis. Mais le procès juridique n'est pas encore terminé. Mais c'est déjà quand même à apprécier parce que pour nous les Africains, quand même, voir un ancien président être jugé, c'est de l'inédit en fait. Merci, docteur Ongene. Petra Mabara, je me tourne vers vous. Nicolas Sarkozy, aujourd'hui en difficulté, et aujourd'hui presque rayé de la vie politique française, puisque avec un pareil casier judiciaire, on ne voit pas comment il pourrait rebondir, même s'il n'en est pas une surprise près. Est-ce que vous l'avez vu venir, cette élimination politique, mort politique même de Nicolas Sarkozy? Oui, il faut déjà préciser qu'en mai 2023, il avait déjà été condamné à 3 ans d'emprisonnement et je crois qu'il s'est pourvu en cassation. Oui, je crois que c'est en appel. Et donc pour moi, ce n'est pas une surprise qu'il se retrouve dans de sales rangs. Il faut encore préciser qu'en 2025, il va encore une fois de plus se retrouver devant les tribunaux, mais cette fois-là pour les soupçons du financement libyen. Oui. Donc voyez-vous, en fait, ce n'est pas une surprise pour quelqu'un qui est... il faut préciser pour 2025 que Ziad Takedine, l'un des principaux suspects dans l'affaire, semble porter disparu. Oui. On ne sait pas ce qu'il advient de lui. On annonce au Liban, en Libye, au Maroc. Effectivement. Nicolas Sarkozy semble bien seul. Malheureusement, Sarkozy ne peut pas se permettre de disparaître, vu que déjà il a derrière lui une panoplie d'affaires et il ne saurait vraiment s'en défaire le plus aisément possible. Il faut le préciser. Et en réalité, moi, tout comme le docteur Ongene, moi, je vais apprécier en fait le travail qu'a fait la justice française, quoique mes companélistes ici vont, notamment Madame Dikoumé, vont nous faire savoir que il s'agirait en quelque sorte aussi d'un règlement politique. Mais moi, eu égard de cette assertion-là, moi, je dirais beaucoup plus que, en fait, ça doit être servi de leçon à nos États africains. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, lorsqu'il y a des élections présidentielles ici, ou bien des élections législatives, nous voyons des candidats ici se servir des moyens de l'État pour pouvoir en fait, postuler à des responsabilités, oui, que ce soit au niveau des mairies, au niveau de la députation, ou bien en fait, au niveau des différentes élections, oui, voyez-vous. Et c'est quelque chose à condamner, voyez-vous. Raison pour laquelle moi je ne peux que féliciter ce qui se passe en France et ça doit nous servir de leçon ici en Afrique. Pour rester avec vous, M. Mbara, il y a même des candidats qui justement cherchent des cautions en France, c'est-à-dire voudraient plaire à l'Hexagone pour pouvoir exister politiquement dans leur pays. Certains candidats même se qualifient de meilleurs élèves de la France pour pouvoir plaire aux foules. Voilà donc en France, la justice condamne un ancien chef d'État. Oui, effectivement, en même temps également c'est pour montrer que la justice ne serait pas aux ordres. Je pèse mes mots aussi en le disant. La justice ne serait pas aux ordres. Voyez-vous, parce que si ça avait été réellement le cas, je crois que ces condamnations auraient été un peu plus lourdes. Eu égard
son passif également en ce qui concerne les autres, ses adversaires politiques des autres partis politiques. Oui. Parce que il faut préciser ici que Strauss-Kahn, dont vous parliez tout récemment, était du Parti socialiste. Oui, le socialiste. Et les socialistes ne peuvent pas oublier, parce qu'aujourd'hui, En Marche qui est au pouvoir ne l'est pas seul, n'est-ce pas? C'est une coalition avec certains classiques du Parti socialiste, voyez-vous, et qui ont des dents envers Nicolas Sarkozy. Donc pour moi, si réellement la justice était aux ordres, je crois que les peines dont sont victimes Nicolas Sarkozy seraient plus énormes. Merci, Monsieur Mbara. Alors, depuis Somba, moi je reste sur ma fin. Est-ce que les exemples comme Nicolas Sarkozy peuvent se multiplier sur le continent et même en France? C'est possible de voir François Hollande aussi être poursuivi par la justice, ou bien plus près de nous, de voir quel exemple prendre un chef d'État qui s'en va être poursuivi par la justice et être mis en prison par les formules juridiques adéquates. C'est possible lorsqu'on est dans la démocratie et la justice appliquée? Déjà, notre corpus juridique ne permet pas à un chef d'État africain d'être condamné pour les mêmes faits. La campagne ici n'est pas le financement de la campagne ici n'est pas plafonné. Maintenant, l'influence de l'Afrique sur la scène internationale ne permet pas à un chef d'État africain, c'est vrai que nous allons en parler tout à l'heure avec le cas de Kagame, ne permet véritablement pas à un chef d'État africain d'être taxé de celui-là qui va déstabiliser tout un autre pays. Les chefs d'État africains sont encore, entre guillemets, des nains stratégiques, des nains politiques sur le terreau de la violence internationale. Oui. Donc ce qui arrive à Nicolas Sarkozy est tout simplement le rouleau compresseur de tous ses adversaires. Et je rappelle que c'est lui-même qui avait ouvert le banc en ce qui concerne cette manière de faire. Souvenez-vous de comment Dominique de Villepin a été traité après de bons et loyaux services. Oui. Souvenez-vous du vieux Charles Pasqua que l'on a traîné à la barre et qui a dû craquer à un moment donné en disant tout ce que nous avons fait, nous l'avons fait pour la France. Donc Nicolas Sarkozy a réveillé des démons qui aujourd'hui le rattrapent. Mais moi je reste sur la logique selon laquelle il s'agit bel et bien d'un règlement de compte. Mais c'est un règlement de compte intramuros. Ce sont leurs affaires entre eux. La nouvelle garde... Qui pourrait lui en vouloir? Emmanuel Macron, qui aujourd'hui est aux affaires, avec son mouvement En Marche, ils ont plus une affinité socialiste. Est-ce que c'est des socialistes tapis dans La Marche qui veulent régler les comptes au président Sarkozy et l'empêcher d'avoir la moindre ambition pour 2027? Bon, la nouvelle garde qui est l'idée par Emmanuel Macron, avec ses différents lieutenants que l'on connaît, n'a pas réellement grand-chose à craindre de Nicolas Sarkozy en tant qu'adversaire à la présidentielle. Oui. Mais elle a besoin de donner du sang au peuple français qui a soif de justice et qui aujourd'hui est d'un cosmopolitisme qui fait qu'on y retrouve beaucoup d'Arabes, beaucoup d'Africains qui sont français et qui font partie des mouvements associatifs qui gouvernent la France. Oui. Pour plaire à ceux-ci, on a besoin de liquider des cas comme Nicolas Sarkozy qui sur la scène internationale ont gravement maculé l'image de la France. Dans l'optique de se rapprocher de l'Afrique, on a besoin de sacrifier ce Nicolas Sarkozy dont on se souvient des frasques en Libye, dont on se souvient des frasques en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a délogé pratiquement Laurent Gbagbo avec la force Licorne pour installer Ouattara, bien que celui-ci aujourd'hui soit accrédité d'un quasi excellent bilan sur le plan... c'est notre débat. Donc, Sarkozy aujourd'hui l'appât qui va permettre à la France de se refaire dans sa nouvelle configuration, dans sa nouvelle coloration ethnique, raciale et autres, et dans ces nouveaux rapports avec la zone Afrique. On a besoin de condamner qui est l'auteur, parce qu'aujourd'hui, la monnaie d'échange, c'est quoi? Celui qui vous a causé tout ceci, le Mali, c'est Sarkozy. Celui qui vous a causé tout ceci, nous sommes en train de le coffrer. Et avec nous, ce sera
différents. Voilà l'enjeu de la condamnation de Nicolas Sarkozy qui fait que, mais dit qu'on a peur de lui davantage pour la présidentielle, non. Il aurait pu influencer la présidentielle en poussant quelqu'un. Et il a affiché son soutien à Gérald Darmanin, qui aujourd'hui ressemble un peu et qui aujourd'hui est avec les mêmes au ministère de l'Intérieur. Voilà, qui est aujourd'hui fortement menacé par l'establishment, d'où de la France qui voudrait positionner Gabriel Attal plus un homme de compromis, plus un homme de soft power, capable d'assurer le continuum de la politique d'Emmanuel Macron. Donc, c'est une guerre intra-française pour tous les enjeux que je viens d'évoquer. Et Nicolas Sarkozy, tel que c'est parti, n'est pas au bout de ses peines jusqu'à ce que la présidentielle 2027 se tienne. Merci, DP. Madame Dikoumé, on va sortir. Alors, Nicolas Sarkozy, l'agneau du sacrifice pour ramener la France et le continent africain sur de bons sentiments. Oui, tout à fait. Je m'aligne vraiment après le DP. Vous savez, la France s'est essayée par 2 fois déjà après que le sentiment anti-français ait pris franchement de l'ampleur sur le continent. Et quand on parle du continent africain, ce n'est pas l'Afrique subsaharienne, ce n'est pas le Maghreb, c'est l'Afrique tout entière qui l'a connu. Parce que même au départ du président Ben Ali de Tunisie, nous connaissons l'histoire de Yacht avec les ministres de Sarkozy, nous savons tout ce qui s'est passé. Lui-même allait passer et puis nous savons également la débâcle, il n'a rien fait pour l'aider. Donc c'est pour vous dire qu'on a eu déjà, la France s'est essayée 2 fois déjà avec le sommet de Montpellier, où on a appelé les acteurs étrangers aux acteurs conventionnels. Il y a eu le nouveau pacte financier mondial. Ça a été 2 sommets qui ressemblaient à des pétards mouillés. On a compris que pour une réconciliation normale, profonde avec l'Afrique, il faut faire quelque chose. Alors ceux qui parlent de sacrifices expiatoires ne sont pas très loin de la solution. Il faut très bien poser quelqu'un sur le plateau, c'est Sarkozy. Et après Sarkozy, nous aurons quelqu'un d'autre très à côté de lui, l'homme d'affaires Takedine Bolloré. Alors, vous voyez un peu, Bolloré perd des procès en Afrique un peu partout. On a comme l'impression que la France elle-même qui a fabriqué cet opérateur économique ne s'y reconnaît pas tellement. Mais c'est des méthodes justement pour apaiser les tensions, amener les Africains à comprendre que restons amis, nous pouvons faire autrement que comme ça a toujours été. Voilà ça. Sarkozy en fait a écorné l'image de la France en Afrique et à travers Sarkozy, il y a eu un vent non simplement d'émancipation, mais un vent de révolte. Franchement, sur le continent. Vous savez, même si l'assassinat de Kadhafi est passé en Afrique comme si c'était une réprobation, mais une réprobation silencieuse, ça a marqué les esprits. Au-delà de ça, nous avons vu d'autres choses, comme la crise de 2010 en Côte d'Ivoire. Véritablement, ça dit qu'un scandale, on sort un chef d'État démocratiquement élu de son palais, en petite tenue, avec son épouse, la première dame d'un pays. C'est des choses qui ne se font pas. C'est des choses qui ont marqué la conscience africaine. Et les Africains n'ont pas oublié. Ils ne s'est pas oublié du tout. Donc, vous savez, aujourd'hui, pour essayer de réchauffer les rapports entre Paris et l'Afrique, il faut bien évidemment sacrifier quelques personnes là qui gênent un peu la relation. Je crois que ces personnes, il y a Sarkozy et je crois que Bolloré également en fait. Et qui, par leur dernière déclaration, ont semblé faire mea culpa pour se rapprocher de l'Afrique. Ces interventions lors des colloques, des sommets internationaux étaient toujours en faveur de dire nous avons fait du mal à l'Afrique, c'est nous qui avons créé telle guerre, c'est nous qui avons créé telle guerre. Et à un moment donné, les Africains pouvaient se prendre à oublier que lui-même a été notre bourreau. L'instigateur de beaucoup de guerres. Qu'on dise quelque chose. Vous vous souvenez, ça dit que le président Hollande, quand il a fait sa tournée africaine, ça a été un peu partout une tournée de mea culpa. Le président Macron également a obéi à ce schéma. Il est passé en Algérie, vous vous souvenez de l'affaire des Harkis, qui n'est jamais terminée. Il est venu au Cameroun, et même au Rwanda, où il a reconnu la responsabilité, n'est-ce pas, française dans le génocide rwandais, alors que jusque-là, on rejetait, n'est-ce pas, le morceau estimant que la France n'avait rien à voir. Donc, vous voyez, il a obligé, n'est-ce pas, le président français après lui à faire ce qu'on n'avait jamais espéré, un mea culpa face à l'Afrique qui jusqu'ici était méprisée et ignorée. Merci Madame Dikoumé. Julien Guéné, même chez vous, les scientifiques et analystes, Nicolas Sarkozy n'a pas parfois été le bienvenu. On se souvient de sa fameuse déclaration à l'université de Dakar où il estimait que l'homme noir n'était pas assez entré dans l'histoire. Ce qui lui a valu
beaucoup de réponses et de désapprobations sur le continent africain. Vous savez, je vous le faisais comprendre tout à l'heure que le président Sarkozy était l'un des présidents les plus dangereux pour nous, celui d'un Africain en ces débuts du 21e siècle. Il a été trop violent, c'est-à-dire violent dans l'expression langagière, violent dans l'utilisation de tout ce qu'on peut faire recours pour débarquer des chefs d'État, pour faire des coups bas, ceci, partout. Nous avons eu du mal, c'est-à-dire quand vous observez un peu la relation même avec le président Paul Biya, c'est une relation qui était difficile, très difficile, je dis très difficile. Vous vous souvenez le nombre de fois où le président camerounais a fait des visites en France. On n'en compte pas assez sous le magistère du président Sarkozy. En réalité, on a beaucoup de choses à se dire sur là-dedans. Mais il faut quand même se rappeler, il faut toujours dans l'histoire de l'humanité des pays, il y a toujours, vous savez, la droite en France, généralement, le modèle politique français de la droite, c'est un modèle politique qui est un peu très dur. Oui. La droite est toujours dure. Même aux États-Unis, quand vous voyez un peu la droite aujourd'hui, mais il y a une droite qui est un peu beaucoup plus violente, parce qu'en ce moment, on a eu l'impression que le modèle politique de Sarkozy, c'était un peu, il y avait un peu d'extrémisme politique. Il y avait l'extrémisme, Julien Guéné, mais il y avait aussi l'Afrique qu'on voulait parfois piller, parce que c'est le président Sarkozy qui est presque le concepteur justement du concept d'immigration choisie, où ce sont les meilleurs Africains en termes d'intelligence qui étaient accueillis par la France. Et c'est lui le premier qui a commencé à fermer, ou alors à visser au niveau de l'asile, le droit du sol. On était automatiquement français lorsqu'on essaie de ce côté-là. Bref, on n'a pas compliqué avec le continent. C'était une nouvelle école de la pensée politique de la France-Afrique, parce qu'il présentait la France-Afrique sous un autre modèle, mais un modèle un peu plus violent encore. Comparé à celui qu'on a vécu dans les années antérieures. En réalité, comme je le disais, à chaque époque, ces dirigeants, et les Français ont eu un dirigeant de cette nature, c'est dommage, mais aujourd'hui la justice est en train de faire son travail, il est écarté politiquement, en réalité il n'est plus une menace du point de vue, parce que moi je ne le voyais même plus se représenter, parce que moi je l'avais dit à l'époque que c'était une erreur de Sarkozy pour se représenter, et les faits m'ont donné raison quand il a perdu l'élection face à François Hollande. C'était une erreur. Ça, en réalité, c'est parce que les hommes politiques sont généralement têtus. Parce que si Sarkozy avait bien lu son passif, il ne se serait pas présenté à cette élection présidentielle. Parce que le bilan était extrêmement catastrophique du point de vue de ce qu'il a mené en Afrique et même au niveau de la France. Ce n'était pas la bonne humeur. Merci, docteur Bertrand Barra. Avec cette condamnation de Nicolas Sarkozy, c'est une page de l'histoire france-africaine qui se referme, dirait-on. Non, je ne pense pas. Parce qu'il existe toujours une politique africaine. En fait, il y a même un chargé de la politique africaine à l'Élysée. Quand vient d'ailleurs de le nommer, voilà, il serait vraiment difficile de dire qu'on va tourner ce pan de l'histoire. La France-Afrique, ça va continuer. Ça continuera toujours. Il revient simplement à nos chefs d'État de penser. Précision, le nouveau monsieur Afrique de l'Élysée s'appelle Jean-Marie Bockel. C'est un ancien qui revient à ce poste. Un homme qui connaît bien les rouages sur le continent. Effectivement. Donc il revient aux présidents africains, aux différents présidents africains de développer également une politique étrangère dans le but de pouvoir se positionner en tant que objet, en tant que sujet de cette politique-là. Parce que lorsqu'on essaie de voir les relations qui existent entre ces pays-là et les nôtres, on se rend compte que nous sommes plus objets que sujets. Merci Bertrand Barra, et vous avez fait bien de le dire. Justement, les Africains qui, nombreux nous regardent, réagissent sur nos différentes plateformes. On prend une ou deux réactions parce qu'elles sont véritablement assez denses. Bonsoir à tout le studio Info TV. Concernant la France, elle croit encore manipuler l'Afrique facilement. Ce qu'ils sont en train de faire du cas de Sarkozy n'est que du théâtre. Donner les 6 mois fermes et les sursis, ce n'est que de la moquerie pour nous africains. Il faut donc comprendre qu'il n'y a jamais eu de condamnation pour ce détracteur africain.
Je suis Rodrigue Messi. Merci à vous pour la contribution. On prend rapidement une autre. Bonsoir le panel. La condamnation de Sarkozy est justement la preuve que la France est une démocratie. Un président n'est pas au-dessus de la loi. Il a été condamné pour l'affaire Big Malion et non pour la Libye. En ce qui concerne Sarkozy, il a bien fait de taper sur certains dictateurs africains qui se compromettent avec l'Occident pour leurs propres intérêts et se font dégager ensuite. Si Kadhafi avait maintenu son programme nucléaire, il n'aurait pas été humilié. Que les dictateurs africains continuent dans la corruption, le détournement et la mauvaise gouvernance, négligeant le développement économique et militaire de leur pays. Quand l'Occident t'a créé et ensuite tu deviens nuisible, il est normal qu'ils te détruisent, vu que quand on dîne avec le diable, il faut avoir une longue cuillère. La démocratie n'est pas un problème. Le vrai problème, c'est parce que les dictateurs africains cherchent toujours à tricher. Soit on est une démocratie et on respecte la démocratie, soit on ne l'est pas et on l'assume. Merci à vous, Franck, depuis Emana, d'avoir réagi. C'est vrai que la contribution était assez dense, mais elle était la bienvenue. On souffle en régie avant de revenir tout de suite et prendre le cas sénégalais qui nous interpelle ce soir. Une victoire sans appel. Prévue pour le 25 février 2024, elle a été décalée pour le 15 décembre 2024 pour ensuite revenir à février. À ce niveau, on ne sait plus à quelle date. Voilà un peu ce à quoi on assiste depuis une semaine avec le cas de l'élection présidentielle au Sénégal. L'ambition du président Macky Sall, au vu, selon lui, du contexte sénégalais, était de décaler l'élection présidentielle. Il a été retoqué par la Cour constitutionnelle qui, elle, estime qu'il n'y a pas besoin. Alors, je commence par vous, DP Somba. À ce niveau, on se pose véritablement des questions. Qu'est-ce qui ne va pas au Sénégal? Qu'est-ce qui cloche dans ce grand pays démocratique? Moi, je dirais que tout va bien au Sénégal. Tout va bien au Sénégal. Nous sommes à 3 morts déjà. Alors tout va bien. On a juste des individus qui ont décidé de ne pas tenir parole, de ne pas respecter les engagements pris devant Dieu, devant les hommes et devant la constitution de leur pays. Macky Sall aujourd'hui, je n'aime pas souvent parler des chefs d'État, surtout ceux qui, comme lui, ont quand même essayé de faire quelque chose en termes d'émancipation économique, au point parfois d'être cité comme des modèles. Mais là, il se fait harakiri parce qu'il a toujours été pressé dans la prise de parole, dans la tenue, dans l'énoncé des promesses. Oui. Mais il n'est pas pressé dans l'exécution et dans le respect de la parole. Lorsque vous lisez la constitution du Sénégal, notamment ce fameux article 41 qui devient très célèbre aujourd'hui, il ne fait l'ombre d'aucun doute que le report de l'élection chez eux est quasi juridiquement impossible. Oui. Moi, la simple formulation par Macky Sall de la volonté de reporter les élections m'a fait hérisser les poils parce que j'ai suivi l'affaire de prêt me demandant par quel subterfuge juridique va-t-il réussir à légaliser et à légitimer le vote. Il est allé à l'Assemblée, vous savez des conditions dans lesquelles ce vote a eu lieu, voilà. Alors que les députés de l'opposition ont été éjectés de la salle. Les députés de l'opposition ont été éjectés de la salle et même ses propres députés, à un moment donné, il a dû avoir une multitude de consensus, une multitude d'explications, mais le droit n'était pas avec lui. Et dans la continuité des jalons posés par Senghor, par Diouf, ouais. Par le doyen Kéba Mbaye, l'un des éminents juristes, le père des droits de l'homme de la 3e génération, le doyen Kéba Mbaye au Sénégal, le droit a simplement eu raison. Parce que chez eux, l'institution juridique avait déjà pris beaucoup de maturité. Et c'est dommage que Macky Sall ait sa formation de base d'ingénieur qu'il a égaré à penser qu'il pouvait dribbler les juristes sénégalais qui comptent parmi les meilleurs en Afrique.
c'est un peu... En fait, si j'ai l'occasion un jour de l'avoir en invité interview, j'allais lui demander quelle motivation juridique l'a poussé à penser qu'il pouvait reporter l'élection au Sénégal. Mais pour sortir, je dirais qu'il a quand même obtenu quelque chose. Oui. C'est que l'élection ne se tienne pas à la date. Le 25 février. Et la notion de délai raisonnable lui permet de grignoter encore quelques semaines et peut-être de boucler les derniers deals qu'il avait à cœur de boucler en réclamant les 6 mois supplémentaires. Maintenant, est-ce qu'il pourra tenir l'élection en février? C'est-à-dire, nous sommes aujourd'hui le 17. Oui. Est-ce que c'est possible de tenir une élection avant le 29 février du point de vue logistique? Parce qu'il s'est arrangé à gripper la machine logistique de l'élection. Tout le monde s'est déporté vers des questions de report, de légalité, constitutionnalité du report ou inconstitutionnalité du dit report. Si bien que tout le dispositif logistique n'a pas été mis en branle. Est-ce qu'en 1 semaine et demie, 2 semaines, tous ces dispositifs logistiques sécuritaires pourraient être mis en branle? Pour compléter l'information d'EP et Somba, via le communiqué, le président Macky Sall annonce que justement la présidentielle sera organisée dans les meilleurs délais. Alors, on ne sait pas ce qu'on met dans les meilleurs délais, mais meilleurs délais, ça peut être le 15 mars, merci à la réalisation pour le communiqué, ça peut être en mars, ça peut être en avril, mais le problème ici étant que dès avril, l'opposition sénégalaise estime ne plus le reconnaître comme chef d'État. Bon, la notion de délai raisonnable ou de meilleur délai en droit obéit souvent à un certain décompte. Et dans la plupart des cas, c'est 3 mois. 90 jours. Oui, 90 jours que les juristes considèrent comme étant le délai le plus raisonnable possible, surtout en matière électorale. Souvenez-vous que chez nous, après le constat de la vacance de poste jusqu'à la révision de 2008, c'était 45 jours pour organiser les élections. On avait estimé que 45 jours, ce n'était pas suffisant. On a reporté jusqu'à 120 jours, je crois. Aujourd'hui, c'est 120 jours. Donc, Macky Sall aura 3 mois pour organiser les élections. Maintenant, l'opposition, aujourd'hui, est juste en train de lui montrer qu'elle ne va pas céder. Oui. Sauf que la difficile opérabilité d'une organisation d'élection à moins de 3 mois va simplement pousser Macky Sall à réunir l'opposition et à obtenir quelque chose. C'est pour ça que j'ai dit, en fin de compte, Macky Sall a gagné, n'a pas perdu. Je ne sais pas s'il a gagné, mais il n'a pas perdu. Qu'est-ce qu'il n'a pas perdu? C'est qu'il aura la possibilité d'aller au-delà de son mandat pour boucler les deals qu'il voulait à tout prix boucler. Boucler les derniers deals, élection présidentielle au Sénégal, Madame Dikoumé, je me tourne vers vous, mais avec l'acteur aujourd'hui, Bassirou Diomaye Faye, qui est le candidat de PASTEF, affiché, déclaré PASTEF, vu que Ousmane Sonko est en prison, lui, selon les dernières communications de PASTEF, estime que dans le cas présent, il ne peut pas aller à l'élection présidentielle, eu égard au fait que c'est son patron politique, Ousmane Sonko, qui doit être là pour le compte de PASTEF. Nous avons des candidats qui, eux, ont été contents du report. On va prendre ici Karim Ouad, qui justement, eu égard au fait que lui avait été éliminé du fait de la double nationalité, était bien content que l'élection soit reportée. Mais aujourd'hui que le Conseil constitutionnel refuse le report, qu'est-ce qu'il devient de lui? En fait, on va à l'élection au Sénégal avec quels acteurs? Madame Aminata Touré, ex-premier ministre, figure de poids, elle semble en difficulté, elle a été arrêtée, ils sont nombreux comme ça à avoir été plus ou moins arrêtés. Qu'est-ce qu'on fait? On va à une concertation politique, mais avec quels acteurs lorsque la scène politique est aussi éparse et même parfois éclectique? Avant de répondre, je voudrais souligner ici que le président Macky Sall un peu a oublié que l'Afrique est différente aujourd'hui de celle d'hier. Nous obéissons aujourd'hui au nouveau paradigme qui sont africains parce que il a été le premier à condamner, n'est-ce pas, les pays de l'Alliance du Sahel qui avaient fait des coups d'État. Là-bas, c'était des coups d'État militaires. Oui. Ici, c'est un coup d'État constitutionnel. Il a méprisé le Parlement chez lui
en foutant hors, n'est-ce pas, du sérail. Vous avez un vocabulaire dur. Les députés de l'opposition. Il a ainsi, je voudrais dire, insulté la classe politique avec cette histoire de report d'élection, comme si la Constitution était pas assez claire là-dessus, comme pour dire qu'il y a eu une défiance vis-à-vis de la Constitution. À ce niveau, est-ce qu'il n'a pas utilisé les canaux Non, ce sont des canaux très irréguliers. Puisque le vote a eu lieu à l'Assemblée, les députés de l'opposition sont venus faire du désordre, ils ont été mis hors de la salle. Nous savons que c'est dans l'illégalité, c'est passé au forceps. On saurait dire que l'Assemblée nationale lui a donné quitus. Vous ne pouvez pas avoir des députés de l'opposition hors, n'est-ce pas, de la salle, rien que les vôtres, parmi lesquels vous ne faites même pas déjà l'unanimité, et vous estimez que vous avez obtenu gain de cause. Non, il n'y a pas eu gain de cause. Donc nous sommes en train de dire qu'aujourd'hui, vraiment, il est temps que certains chefs d'État africains comprennent qu'on ne construit pas dans le trouble et les désordres. Quels acteurs? Oui, les acteurs, ils sont là. Il a même fait une sortie dans laquelle il disait de libérer, n'est-ce pas, les prisonniers politiques, dont je comprends que ce sont Aminata Touré et tout. Oui. Parce qu'en fait, même si aujourd'hui il organise les élections dans 3 mois, on aura besoin de toutes ces figures à l'extérieur. Voilà que le plan de Sonko vous dit, ce n'est pas lui que le parti a plébiscité. Le plébiscite, c'est sur le président Sonko qui est en prison. Donc, il faudra faire quelque chose là-dessus. Et pour justement aboutir à toutes ces choses, nous aurons besoin, n'est-ce pas, de faire appel ici à une politique de couloir, avec des concertations multiples qui voudraient que toute l'intelligentsia, n'est-ce pas, sénégalaise puisse dire quelque chose afin de libérer, n'est-ce pas, l'espace politique, parce que le jeu, il est vicié. Il faut libérer cet espace politique, libérer le jeu politique afin que nous puissions avoir des figures que nous attendons. Karim Ouad d'un côté, Aminata Touré, Sonko qui doit sortir de prison. Et puis, c'est même pas impossible. Pourquoi pas de la prison à la gloire? On a souvent vu des gens sortir de la prison. Oui, c'est l'inquiétude du président Macky Sall. Non, il n'a même pas à s'en inquiéter à la mesure où c'est lui, en fait, qui a organisé les hostilités à bien longtemps en foutant, n'est-ce pas, celui qui, en fait, a fait de son père le parent politique en tôle pour des raisons qui lui sont propres simplement parce qu'il voulait contenter le faiseur de roi. Nous savons très bien que c'était ça aujourd'hui. Et il me souvient qu'il y a quelque temps, un chef d'État africain de regrettée mémoire disait qu'à chaque fois qu'il s'était éternisé au pouvoir, ce n'était pas de son bon vouloir. À chaque fois, il y avait le faiseur de roi qui me disait, écoute, tu peux partir. Il disait non, il n'y a pas moyen. La Constitution dit ceci, on lui dit non, tu restes tranquille. Et tu es un constitutionnaliste arrivé de l'autre côté, venez faire tout le boulot. Merci de rappeler la mémoire du président Idriss Déby. Donc c'est pour vous dire que je crois que c'était le même genre de fabrication là. Je crois que le président Sall comptait là-dessus pour pouvoir passer au forceps. Non, vous savez, au Sénégal jusqu'ici, quand on a beau dire, a connu une alternance politique, c'est-à-dire que de premier plan, et c'est je ne voudrais pas dire une démocratie, ce serait trop lourd, parce que je ne vais pas rentrer dans un type d'explication, mais il ne faudrait pas que le président Sall parle de la démocratie, la démocrature. Le Sénégal n'a pas besoin de cela. Nous avons besoin aujourd'hui que nous ayons une CEDEAO forte. Parce que le ventre nous venu, n'est-ce pas, du Sénégal, va davantage froisser le la CEDEAO, n'est-ce pas, sur l'échiquier international. Voilà, nous sommes une géopolitique qui carrément est en train de voler en éclat avec des calamités plurielles, des calamités multiples. Donc je crois que dans les concertations, il faudra un apaisement du jeu politique qui permettra que la politique de couloir fonctionne, qu'on libère les prisonniers politiques et qu'on permette à chacun de se présenter au suffrage. Seuls les suffrages vont départager les différents candidats. Merci, Madame Dikoumé. Julien Nguéné, je me tourne vers vous. Madame Dikoumé fait un parallèle avec la situation sénégalaise et ce déclin plus ou moins visible de la CEDEAO. On est là en train d'assister à une zone économique qui est en train de chuter du fait de la malgouvernance et de l'amateurisme politique de certains chefs d'État de cette région-là. Effectivement, c'est une zone qui bouge. Je voudrais quand même rappeler que c'est l'une des zones les plus intégrées dans le monde et qui peut fondamentalement permettre à l'Afrique de développer sa zone de libre-échange continentale africaine. Revenons-en pour le Sénégal. Vous savez, aujourd'hui, moi, je crois qu'il a manqué un peu de maturité et de tact politique au président Macky Sall. À mon sens, je pense qu'il aurait pu modifier la Constitution lui permettant d'avoir accès à plusieurs mandats.
que ce serait passé. Je crois que c'était la stratégie. Il y a d'abord ce soupçon-là qui pouvait l'amener à être encore candidat, vu qu'il y avait une modification en 2012 lors de sa... Tout à fait. De ses soucis avec le président. En fait, vous voyez ce qui se passe au Tchad aujourd'hui. Vous voyez ce qui se passe au Tchad aujourd'hui. C'est-à-dire, s'il avait un peu eu cette intuition politique, le président camerounais l'a fait à son temps, beaucoup de présidents en Afrique. Ça doit faire un docteur. En fait, c'est une école de pensée politique en Afrique. C'est-à-dire, c'est une modification, c'est l'amputation de la loi, c'est le rétrécissement de l'ambition démocratique d'un pays. Pour vous, ça doit faire école. En fait, je dis, la thèse que je défends, c'est quoi? C'est-à-dire, si c'était inscrit à cette école subtile, n'est-ce pas, du changement de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, il aurait réussi. C'est-à-dire, aujourd'hui, il n'aurait pas les difficultés qu'il a aujourd'hui. Parce qu'actuellement, c'est vrai, il est le maître politique actuellement, il est le maître de l'heure actuellement. Comme il peut organiser les élections dans les 2 mois, 3 mois, comme il peut les organiser au-delà des 3 mois, de toutes les façons, il va trouver des éléments et le tact politique pour que le Sénégal soit quand même en paix. Il faut quand même se le dire, parce que là également, c'est le problème de l'Afrique aujourd'hui. La fragilité de nos institutions, le président Barack Obama le rappelait si bien. Vous savez, aujourd'hui, si nos constitutions en Afrique, nos institutions en Afrique ne s'inspirent pas d'un modèle qui est propre à nous. C'est-à-dire des modèles qui vont éviter qu'à chaque fois qu'on ait toujours l'œil, un regard vers l'Afrique. Pourquoi cette Afrique, chaque fois pour les élections, chaque fois pour le changement des constitutions et autres, l'Afrique fera toujours un pas en arrière. Vous savez, aujourd'hui, les questions de développement s'accompagnent des questions de gouvernance. Les questions d'émergence économique s'accompagnent des questions politiques. Il faut s'inquiéter pour la CEDEAO. Lorsque l'on sait que la CEDEAO vient de perdre 3 membres qui sont aujourd'hui du côté de l'Alliance des États du Sahel, il y a ce Sénégal qui est en difficulté, on ne sait pas. Et beaucoup s'inquiètent du fait que le Sénégal aussi puisse rejoindre cette alliance-là s'il venait y avoir un changement du régime là-bas, avec par exemple une montée en puissance ou alors au pouvoir d'Ousmane Sonko. Faut-il craindre pour cette alliance économique-là? C'est une zone qui est déjà démembrée, qui est déjà fragilisée en l'état actuel. Parce que je voudrais quand même rappeler que les échanges entre les 16 pays de la CEDEAO, d'après les indices de Statistica en 2023, novembre 2023, les échanges avaient un peu régressé d'à peu près 2% comparé à l'année 2022, lié justement à tout ce qu'il y a eu comme crise au niveau de cette sous-région. Je voudrais quand même rappeler que on est là entre un modèle néolibéral. Oui. Il y a 2 écoles de pensée qui s'affrontent là au niveau de la CEDEAO. Il y a un modèle néolibéral, n'est-ce pas, qui a pour précurseur, vous avez la Côte d'Ivoire, vous avez le Sénégal, et il y a un modèle pro-socialiste avec les 3 géants, ceux-là que j'appelle des exemples des chefs d'État à mon sens, au regard de leur courage en Afrique quant à prendre des décisions aussi audacieuses et autant virulentes. Cette école de pensée voudrait s'opposer à cette école néolibérale. Il y a des sociaux-démocrates entre ces 2 écoles de pensée. Vous y voyez par exemple le Nigeria, oui, qui a une tendance socio-démocratique. Vous y voyez d'autres pays, parce qu'en réalité, le Niger de Doumbouya, c'est un peu une école socio-démocrate, parce que c'est des pays... Je dis bien le Niger de Doumbouya, la Guinée-Conakry. Merci. C'est un peu un modèle socio-démocrate. Alors, vous voyez qu'il y a 3 grandes tendances. Maintenant, le débat, c'est quoi? Le débat aujourd'hui, c'est quelle tendance prendre, vers quelle tendance ira le modèle de gouvernance au niveau de la CEDEAO. Voilà les écoles de pensée qui s'affrontent aujourd'hui. Alors maintenant, il faut savoir que le Sénégal devient très stratégique pour ces néolibéraux et pour ceux qui sont derrière ces néolibéraux. Parce que si nous perdons le Sénégal au profit, par exemple, de Sonko, ou alors d'un autre... C'est vous qui
suivez mon regard, suivez mon regard, au détriment de Sonko ou alors un autre opposant, vous voyez qu'on se retrouvera là avec une école néolibérale au niveau de la CEDA qui sera davantage fragilisée. Et vous comprenez, vous savez, Macky Sall, la position qu'il occupe aujourd'hui, et ce n'est pas une position qui est facile parce qu'en réalité, si on entre un peu dans les méandres, vous allez vous rendre compte qu'il a également toute une autre pression vis-à-vis de cela dont je faisais allusion tout à l'heure, suivez toujours mon regard. Sa position n'est pas facile, mais vivement, espérons que l'on arrive à la calmie et que ce beau pays africain, par l'élégance démocratique, si j'utilise ce terme, parce que pour moi, la démocratie n'est pas un modèle pour l'Afrique, mais en réalité, l'Afrique a une palabre, c'est une palabre très ancienne. C'est ce modèle, à mon sens, qu'il faut en Afrique. Et vivement que ce peuple sénégalais, ces hommes politiques s'asseyent sur la même table et que l'on ait un chemin de sortie. Merci, docteur Ongene. Je tiens à préciser pour ceux qui nous regardent que vous êtes auteur d'une kyrielle de livres sur les questions économiques. Donc, vous savez véritablement, lorsqu'on aborde ces aspects-là, de quoi vous parlez. Une fois que je l'ai dit, mesdames, messieurs, on va prendre la page réclame avant de revenir tout de suite après et continuer à épiloguer sur la question sénégalaise.